dans notre première table ronde et pour lequel je vais inviter nos premiers participants à nous rejoindre sur le plateau. Et donc j'appelle Joseph Doppelbauer, directeur exécutif de HERA, l'Agence européenne du rail, à nous rejoindre. Merci. J'appelle également Paul Dufil, qui est le secrétaire général de l'OPP-BTP, dans le secteur, l'organisme de prévention du BTP. Décalé juste dans l'écran, merci. Jérôme Gilbert, président du MAS pour la région Île-de-France-Normandie-Centre. Virginie Neumayer, déléguée syndicale CGT, membre de la commission exécutive confédérale. Et puis j'appelle également François Danielou, si vous pouvez vous décaler, je m'en souviens. François Danielou, ancien directeur scientifique de l'ICSI et ancien professeur. Avant de donner la parole à nos invités, je vous en prie, asseyez-vous. Une petite vidéo introductive de témoignages, alors il y en avait plein possible, de témoignages de nos membres pour ouvrir le sujet. Si on se projette 20 ans en arrière, je pense que la sécurité était principalement pilotée par les textes de loi, la conformité réglementaire, les règles techniques qui s'appliquaient. On avait quand même une démarche sécurité qui était plus descendante, en pensant davantage que finalement, quand on définissait une règle, on la transmettait, forcément elle était appliquée sur le terrain. Et puis heureusement, on a compris que l'être humain était plus complexe que ça. Donc engager avec nos salariés, avec nos managers, des évolutions en termes de culture, en termes de FOH, pour d'abord vouloir éradiquer les accidents graves et mortels, parce qu'on meurt encore dans nos industries, et c'est cela qui doit être prioritaire, la vie d'abord. Je pense qu'au sein de GRDF, ce que ça a vraiment apporté, c'est une façon différente de voir les retours d'expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, en 2023, c'est évident pour tout le monde que l'humain est au cœur du système de la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité ne doit plus être une affaire d'experts et elle doit être portée par l'ensemble des leaders en sécurité de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des salariés. Il faut des messages clairs aussi sur la manière de manager la sécurité par la tête de l'entreprise. Il faut vraiment que la tête soit très claire sur ces sujets. Les ambitions, les objectifs, quels sont-ils, quels moyens. Et forcément, ça ne peut pas être comme avant. On a eu beaucoup d'opportunités et qu'on a exploitées sur tout ce qui est finalement l'ouverture, la capacité à échanger avec d'autres, la prise en compte des points de vue des autres concernés par les risques. Y ahí un subcomponente que creo que también es muy destacable es el comprender la dimensión de factores humanos y organizacionales como parte de los elementos centrales, parte de los pilares de la seguridad. C'est vraiment l'ensemble du fonctionnement du collectif de travail qu'on est capable un petit peu de percevoir à travers l'engagement autour de la prévention, à travers la recherche d'une excellence opérationnelle aussi en matière de sécurité. Aujourd'hui, quand on travaille sur les risques critiques, quand on dit que nous avons des règles vitales, on dit aussi qu'on a le droit de s'arrêter, qu'on a le devoir de s'arrêter si le travail que je fais ne me permet pas de respecter ces règles vitales. Nous sommes passés d'un système prescripto-répressif qui considérait que dès qu'un opérateur faisait un écart, il devait en subir les conséquences, à une organisation, un système dans lequel l'organisation accepte de se remettre en cause pour progresser. Et tout ça s'inscrit évidemment dans la durée, comme tous les changements de culture. Alors, on vient de voir différents témoignages. On peut les applaudir. Il a fallu faire un choix. On aurait pu avoir plein d'autres témoignages, mais vous en découvrirez peut-être à la pause par l'exposition participative. On vient de voir, Paul Dufil, plein de témoignages de rupture dans la façon d'appréhender la sécurité ces 20 dernières années, portés par la prise en compte de l'humain, de l'organisation. Est-ce que dans le BTP, vous qui pilotez l'OPP-BTP, et donc il y avait un regard un peu global sur ce secteur, vous constatez ce type de rupture, tant sur le plan institutionnel, je dirais, qu'au niveau des entreprises? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, oui, bien sûr, et je rejoins parfaitement les constats qui sont portés par les intervenants dans cette vidéo. En 20 ans, la prévention a changé de monde et c'est tant mieux. Effectivement, j'aime beaucoup la description de Nicolas Ligné de la SNCF qui parle du système prescripto-répressif de la prévention il y a 20 ans. Et c'est vrai que quand on parlait prévention, en général, l'association était immédiatement faite
avec réglementation, obligation, sanction. Donc une vision finalement très négative en réaction et qui n'était pas là pour effectivement inciter les gens à faire mieux. Alors, nous avons changé de paradigme en 20 ans et moi je souhaite effectivement mettre en avant 2 facteurs de ce changement. Le premier, c'était la prise de conscience, c'était très bien dit dans la vidéo, que le tout réglé ne règle pas tout. L'absolue, je dirais, clairvoyance des organisations, du management pour anticiper les risques et la façon d'y répondre a été remise en cause, effectivement. Alors l'accident d'AZF, bien entendu, a été une prise de conscience, mais c'est allé beaucoup plus loin et toutes les organisations ont effectivement constaté que beaucoup des choses qui étaient prévues, cadrées, ainsi de suite, finalement, ça ne répondait pas aux besoins. Et la prise de conscience, que je trouve très important, moi j'aimais bien le mot dialogue, que j'avais d'ailleurs écrit dans la petite scène, parce que c'est la prise de conscience de la nécessaire contribution positive, constructive de tous les acteurs, du grand patron au plus modeste ouvrier, du plus grand donneur d'ordre à la plus petite entreprise sous-traitante. C'est une chaîne qu'il faut construire et de fait, les facteurs humains et organisationnels ont été l'outil de ce changement, de cette évolution sur ces 20 dernières années. Le deuxième élément que je trouve très important à mettre en avant, c'est aussi la prise de conscience que la prévention, loin d'être une contrainte, comme on l'entendait beaucoup il y a 20 ans, est d'abord un levier de l'excellence opérationnelle des entreprises, au même titre que le très classique coût, qualité, délai. Alors, en 20 ans, il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent cette évolution. Je crois que le premier qui en avait parlé, en tout cas à ma connaissance, c'était un patron de Dupont qui avait incité ses équipes à s'investir en prévention, mais en leur disant d'en faire un levier du business de l'entreprise. Et alors, il y a à peu près 10 ans, nous, au PPBTP, on publiait pour la première fois des résultats de ce qu'on appelle aujourd'hui prévention et performance. À l'époque, on l'appelait l'approche économique de la prévention, où nous étions allés effectivement étudier une centaine de cas d'actions de prévention, très diverses. Ça peut être un investissement sur une machine, des formations, des éléments d'organisation, et qui avait fait ressortir que dans la plupart des cas, les actions de prévention, au-delà d'apporter du mieux, bien entendu, en prévention, mais apporter du bénéfice en performance de l'entreprise, y compris dans sa performance financière, avec un retour sur investissement le plus souvent positif. L'Association internationale de sécurité sociale avait également fait quelque chose à cette époque. Donc, ça a été cette prise de conscience et ça nous a permis de changer de paradigme. Je reprends les mots de Franck Garnieri, l'École des mines de Paris, sur le passage de l'évitement des coûts à l'espérance des gains. Et tout le monde s'y est mis. On voit bien aujourd'hui que la prévention, c'est un sujet de direction générale. Et de façon très formelle, plan santé au travail, plan contre les accidents graves et mortels, porte à nouveau tous ces sujets et c'est très bien ainsi. Merci. Je me tourne vers vous, Virginie Neumeyer. En tant que syndicaliste, quel regard vous portez sur cette apparente plus grande prise en compte du facteur humain organisationnel pour la sécurité? Est-ce que, par exemple, ça consacre, selon vous, le rôle central, important de l'opérateur pour obtenir un bon niveau de sécurité? La CGT a soutenu, souvent seule d'ailleurs, l'importance du rôle des salariés dans l'amélioration de la sécurité industrielle. D'ailleurs, les salariés sont les premières victimes en cas d'accident. On se réjouit donc de cette prise en compte progressive des FOH, mais on ne peut que regretter, par contre, qu'elle soit encore trop souvent vécue comme une situation plutôt d'analyse organisationnelle, voire technique. Donc, pour nous, pour notre part, il convient donc de mieux articuler la question des accidents du travail, où on a une obligation de résultat, les uns comme les autres d'ailleurs, et une approche plutôt probabiliste en matière d'accidentologie industrielle. Donc, la question qui est centrale pour nous, et j'y reviendrai à de nombreuses reprises, c'est la place du dialogue social et qu'est-ce qu'on y associe derrière. Donc, comment on associe les salariés, comment on les informe, comment on les consulte, et pas que sur les questions du traitement des situations de travail, mais bien sur les enjeux stratégiques. D'autre part, dans des industries de haute technicité, la sécurité repose avant tout sur la maîtrise de l'installation par l'exploitant, mais aussi avec un personnel qui est en première ligne. Et ce, dès la conception.
il faut connaître et comprendre le fonctionnement de l'installation, bien évidemment, et ça passe pas que par des procédures, et il faut le connaître à tout moment. Et cela, ça renvoie à un autre sujet qui est extrêmement important pour nous, c'est la maîtrise des activités de maintenance. Et en cela, la question de la sous-traitance, c'est au cœur de ces sujets. Donc comment, dans ce cadre, les salariés sous-traitants qui n'ont pas d'espace de dialogue social avec les donneurs d'ordre qui fixent les conditions organisationnelles dans lesquelles ils évoluent, peuvent intervenir? D'autre part, les questions purement sociales, alors là je parle de garantie collective, salaire, ça aussi engendre un lot de précarité et un turnover qui nous paraît trop important sur la sous-traitance, ce qui ne permet pas à la fois de transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer dans la durée la question de la sécurité de l'installation. Donc, nous, on porte aussi que les cascades de sous-traitance doivent être limitées à un niveau inférieur à 2 ou plus, et sur des opérations sensibles, les interdire, les niveaux de sous-traitance. Concernant le fonctionnement des collectifs, et ça renvoie à ce que vous avez travaillé les uns et les autres, oui, c'est un sujet central aussi, puisque dans un collectif de travail, on coopère et on partage. Et c'est bien autre chose que de la coordination entre entreprises, où souvent d'ailleurs on vérifie que le livrable, c'est-à-dire l'activité, doit être réalisée dans les meilleurs délais, et souvent d'ailleurs au détriment de la qualité. Ça renvoie aussi à des questions d'engagement et d'ancrage dans la durée. Enfin, donc, si bien sûr on s'associe, il y a plusieurs dimensions sur la sécurité, les fonctions techniques, sociales, organisationnelles et humaines, nous mettons en garde sur les tentations de réduire le personnel à de simples exécutants, qu'ils soient externes ou internes, et n'ayant d'ailleurs aucun avis à donner, ni sur la machine, ni sur leur propre travail. Ça serait tout simplement suicidaire. Les salariés doivent s'exprimer à n'importe quel moment, pas simplement en tant que contre-pouvoir, mais aussi ils doivent être acteurs de leur travail. Donc il ne faut pas négliger, mais aussi valoriser les aspects très positifs que sont l'engagement professionnel, la disponibilité, le sens au travail et les solidarités ouvrières. Et nous avons tout à y gagner. Merci. Alors, Jérôme Gilbert, on vient d'évoquer la question de la sous-traitance. Ça tombe bien, vous êtes président d'une association, le MAS, pour la région Île-de-France-Normandie-Centre, qui met justement la relation entre entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices au cœur de la sécurité. Est-ce que vous, dans cette question de la sous-traitance, vous avez pu voir aussi des évolutions marquantes ces 20 dernières années? Est-ce que vous pouvez nous les partager? Alors, oui, tout à fait. Je vais commencer par peut-être vous donner un peu de contexte, puisque tout le monde ne connaît pas forcément le MAS, ou en tout cas ne connaît pas forcément le MAS d'aujourd'hui. Donc on est une association d'entreprise qui a été créée il y a 26 ans, qui est à but non lucratif et dont les membres sont des entreprises et qui est gérée par des entreprises à parité entre des entreprises intervenantes et des entreprises utilisatrices, justement. Donc on a aujourd'hui 6300 entreprises adhérentes de tout type d'activité et de toute taille d'ailleurs, et ce qui représente grosso modo, je crois, quelques 400 000 salariés qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises du MAS. Quel est notre but? Notre but, c'est tout simplement de faire qu'à la fin de la journée, on a le moins d'accidents possible dans nos entreprises et qu'ils soient le moins graves possible. Et ça fonctionne puisqu'on a des résultats qui étayent ça. Hein. Nos adhérents nous donnent leurs résultats et on peut dire aujourd'hui qu'une entreprise du MAS a 2 à 3 fois moins d'accidents et 2 à 3 fois moins graves que la moyenne nationale. Donc pour ce faire, on fait quoi? On s'appuie sur 2 piliers essentiellement. Le premier pilier qui est un système de certification du système de management basé sur un référentiel qui a été écrit par les entreprises, qui est pratico-pratique et orienté terrain volontairement. Le MAS est aujourd'hui d'ailleurs le premier système de management SSE en France, hein, puisqu'on a, je crois, 3 fois plus d'entreprises certifiées MAS que d'entreprises certifiées ISO, par exemple. Et le deuxième pilier, c'est la possibilité d'avoir du service aux adhérents et la possibilité d'avoir des échanges, des partages, alors des partages de bonnes pratiques, des partages de problématiques, mais également de solutions entre entreprises, qu'elles soient d'ailleurs intervenantes ou utilisatrices indépendamment. Donc pour répondre plus précisément à la question de la sous-traitance et effectivement des nouvelles tendances, on voit de plus en plus effectivement la nécessité d'avoir un vrai langage commun et une culture sécurité commune sur le terrain entre les entreprises utilisatrices et les entreprises intervenantes. Alors vous vous en doutez, depuis 25 ans, on a des entreprises qui ont un niveau de sécurité qui est plutôt très bon, avec une maturité de système de management qui est aboutie et qui est ancrée. Mais malgré ça,
on n'est pas au bout. Et on peut dire qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'avoir un accident, voire un accident grave, voire un accident mortel. Et en y réfléchissant au sein du MAS, effectivement, on pense que l'introduction des FOH, justement, dans cette relation entre l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice, est un très bon complément au système de management pour pouvoir casser ce plancher de verre et améliorer les résultats sécurité. On peut même aller plus loin en disant qu'avec ça, la relation entre l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice peut changer. On avait historiquement des entreprises intervenantes qui apprenaient des entreprises utilisatrices sur le terrain. Et on a aujourd'hui une sensation inverse avec des entreprises utilisatrices qui apprennent des entreprises intervenantes. Merci. Alors, Joseph Doppelbauer, on va se saisir d'un acteur majeur pour la culture sécurité, qui sont les autorités. Vous êtes à la tête de l'Agence européenne dans le secteur ferroviaire. Est-ce que vous-même, vous avez pu constater des changements, des ruptures importantes ces 20 dernières années, tant sur le rôle même et les missions même d'une autorité, que sur la relation contrôleur-contrôlé, et puis sur, globalement, les entreprises du secteur que quelque part, vous accompagnez? Bonjour à toutes et à tous. Comme directeur de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, on a aussi notre fête de 20 ans avant nous, en 2024. Peut-être je peux trouver quelques idées aujourd'hui. Moi, à travers mon expérience de l'industrie dans les chemins de fer, j'ai acquis une conviction, celle de l'importance d'intégrer les facteurs organisationnels et humains, les FOH, dès la phase de conception, et c'est pour tout composant du secteur ferroviaire. Ça veut dire les gestionnaires d'infrastructures, les entreprises ferroviaires et les constructeurs. Sous ma responsabilité, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer est aussi devenue l'autorité européenne pour délivrer les certificats de sécurité, les autorisations des véhicules et des équipements UATMS. Par conséquent, il faut créer un fort lien entre l'autorité et les organismes du secteur. Même nous avons écrit dans la législation européenne, en concret, ce sont les méthodes communes de sécurité, en anglais Common Safety Method, CSM, les exigences liées à l'intégration des FOH et aussi au développement de la culture de sécurité. Et l'évidence concernant ces facteurs est nécessaire à l'obtention des certificats de sécurité des entreprises ferroviaires. Il faut les intégrer dans le système de gestion de sécurité. Cela est fortement salué par les autorités de sécurité nationales avec lesquelles nous coopérons étroitement et qui s'occupent de la supervision des entreprises ferroviaires. Toutefois, ces changements majeurs ne s'opèrent pas sans difficulté pour les entreprises ferroviaires et notamment les plus petites qui manquent de compétences sur ces sujets. Il y a aussi des relations avec la culture d'entreprise et le lien avec la culture d'excellence. J'ai la conviction qu'une meilleure intégration des FOH est essentielle à toutes les étapes de conception et d'exploitation. Et lorsque cela fait défaut, c'est malheureusement les travailleurs et les citoyens qui en sont les victimes. Comme ce fut le cas l'année dernière, oui, cette année, en effet, en février, en Grèce, avec un accident grave avec presque 60 victimes. Les incidents et presque accidents doivent aussi être analysés à la lumière des FOH et partagés au sein du secteur. Et ça, il s'agit de l'une des sources d'amélioration importantes pour le secteur et on
a le motto « Mieux analyser et mieux partager pour une meilleure sécurité au sein des chemins de fer européens ». Merci. Merci à vous quatre pour vos témoignages des évolutions de la façon de voir et des évolutions de la façon de voir la sécurité à travers l'introduction des facteurs organisationnels et humains. Une culture sécurité, c'est des façons de voir, mais c'est aussi des façons de faire. Le but, c'est que les pratiques sur le terrain, dans les comités directeurs, etc., changent. Donc, ce que je propose, c'est d'ouvrir un nouveau round de questions sur des actions symboliques, des actions concrètes qui auraient pu développer la culture sécurité ces 20 dernières années, et d'encore une fois commencer par une petite vidéo de témoignage de nos membres. On a choisi de créer une direction multirisque qui a pour ambition d'intégrer l'ensemble de nos risques majeurs comme la sécurité au travail et notre sécurité opérationnelle. Safety Attitude, c'est un programme de transformation de la culture de sécurité qu'on a lancé dès 2019. Ça nous a permis de construire une vision et de dégager des axes forts autour des enjeux de la culture de sécurité. Et à partir de 2023, le réseau FOH avec des relais, avec les spécialistes, a comme mission de travailler maintenant dans le champ de la sécurité du travail et de la sûreté nucléaire. Nous avons mis en œuvre plusieurs leviers pour demander à chacun de nos collègues d'identifier les situations dangereuses et des outils pour pouvoir les remonter et les traiter de manière réactive. Des leviers pour identifier les événements à haut potentiel en termes de sécurité, les événements où on peut perdre la vie si ils ne se déroulent pas comme on l'imagine, et des engagements d'analyser ces événements pour éradiquer la possibilité qu'ils se reproduisent. Aujourd'hui, sur ces retours d'expérience, y compris sur des accidents compliqués, avec des erreurs parfois, on arrive à avoir vraiment une parole libérée des salariés, des victimes, de l'ensemble des acteurs, depuis l'opérateur, mais jusqu'aux fonctions également de conception, de construction. Et un point très très important également, c'est une démarche qui se conduit en toute transparence avec les représentants du personnel. Et ce qui a vraiment beaucoup changé, c'était une dimension beaucoup plus large en intégrant l'organisation, qui je pense est souvent plus compliquée parce que l'organisation c'est nous-mêmes en tant que dirigeants, et donc accepter de se remettre en cause, c'était pas tout à fait dans les standards précédents, et c'est arrivé progressivement depuis. Le premier marqueur qui a changé ça, je dirais que c'est quand on a déployé la culture juste. La culture juste, l'objectif c'est vraiment de se dire qu'il faut créer un climat de confiance avec les collaborateurs pour qu'ensuite on puisse travailler en sécurité. Toute la réalité du terrain qu'on ne voit pas, parce que quand on est manager, c'est pas nous qui sommes tous les jours sur le terrain, c'est quand même les gens qui y travaillent, et donc c'est important que ce soit eux qui puissent s'exprimer et qu'ils puissent se sentir légitimes pour pouvoir partager les situations à risque sur lesquelles on a besoin de s'améliorer. Yo te diría que dentro de los hitos principales son incorporar la dimensión de factores humanos y organizacionales en el trabajo de la empresa a través del diplomado de factores humanos y organizacionales, que es nuestra piedra angular de formación. Déjà, la première chose, c'est de partager le constat. La sécurité, il y a effectivement un certain nombre d'impératifs, mais partager le constat que finalement, c'est pas uniquement ça qui permet de faire la performance, mais cette performance, elle est obtenue par une application. Ce qui est fondamental pour nous, c'est vraiment partager des démarches. Évidemment, sur les aspects humains organisationnels, on parle nous aussi de culture de sûreté, management de la sûreté. Donc on a développé pendant maintenant plusieurs années, pratiquement 10 ans, une démarche qu'on appelle de questionnaire de perception de la sûreté qui permet à chaque agent et à une grande partie des prestataires de s'exprimer sur la manière dont il lui semble que la sûreté est prise en compte dans son unité. Nous venons de voir à travers cette vidéo un certain nombre de témoignages sur des approches concrètes améliorant la culture de sécurité, une approche à la fois plus intégrée entre risque au travail et risque opérationnel, une approche plus proactive, une approche sur l'essentiel qui se centre de plus en plus sur les risques majeurs, une approche sur la culture juste, voulant créer la transparence et par un engagement des managers, etc. etc. Bon, plein d'actions menées souvent par des grands groupes industriels,
Mais Jérôme Gilbert, ces grands groupes, ils emploient aussi souvent des sous-traitants, des prestataires, des entreprises intervenantes qui sont parfois des entreprises de taille plus modeste, voire des TPE. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir un décrochage de ces entreprises-là et une culture sécurité à deux vitesses? Est-ce que dans le MAS, vous avez pu, ces dernières années, développer des actions pour éviter ce phénomène? Oui, tout à fait, effectivement. Donc déjà, la mise en place d'une culture sécurité, ça nécessite l'implication de tous les acteurs, donc que ce soit les entreprises utilisatrices, mais également l'ensemble des entreprises intervenantes. Et c'est justement la vocation du MAS, d'embarquer toutes ces entreprises dans la démarche sécurité. Ces entreprises qui sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, de divers secteurs d'activité, qui peuvent être de la métallurgie, de la chimie, du BTP, du nettoyage ou de l'énergie, peu importe, mais également des entreprises de toute taille. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a 40% de nos adhérents qui sont des entreprises de moins de 20 salariés et 60% des entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ce qui sont des petites structures qui n'ont a priori pas forcément les moyens organisationnels de développer et de mettre en place des outils, mais qui, à contrario, sont aussi des structures qui sont beaucoup plus flexibles et beaucoup plus adaptables. Donc on a travaillé effectivement en partenariat avec l'ICSI depuis 4 ans maintenant, une initiative commune, cofinancée, 50% ICSI, 50% MAS, de façon à pouvoir apporter des solutions aux entreprises et notamment aux plus petites pour pouvoir mettre en place une démarche de culture sécurité pratico-pratique et adaptée à chacun. Donc le résultat de cette initiative, c'est quoi? C'est une plateforme d'outils numériques qui regroupe environ 200 outils. Alors, vous allez avoir des choses comme des formations pour l'encadrement de proximité, ou pour les opérationnels, des e-learning, quiz, vidéos, témoignages, support de causerie, des outils qui sont très concrets et très simples d'utilisation, de façon à pouvoir décliner et mettre en place une culture de sécurité sur le terrain et donner du sens surtout, puisque c'est un petit peu la base pour pouvoir démarrer ça. Le nom de cette plateforme, c'est la MAS Academy. Donc qui est le fruit d'un travail conjoint avec l'expertise de l'ICSI d'un côté et les retours d'expérience terrain des entreprises du MAS de l'autre côté. Quand je dis un travail, c'est des milliers d'heures de concertation, de discussion et de rédaction de documents, etc. Et voilà, on avait prévu un programme sur 5 ans à la base, en se disant au bout de 5 ans, on aura développé tous les outils de la MAS Academy. On l'a fait en 4. C'est vous dire l'implication des gens qui ont travaillé dessus. Et on est aujourd'hui sur une phase où on déploie cette MAS Academy. Alors on a bien démarré puisqu'on a un tiers de nos adhérents qui ont déjà activé cette MAS Academy et qui s'en servent. Et donc c'est une initiative qui avait vu le jour dans la région du MAS que je préside, l'Île-de-France, Normandie Centre, mais qui aujourd'hui se déploie également sur la quasi-totalité des autres régions de France. Et ça, c'est plutôt bon signe pour la suite, je pense. Merci. Paul Dufil, est-ce que dans le BTP, vous avez en mémoire des exemples un peu emblématiques d'actions qui ont fait progresser la prévention depuis les directions jusqu'au chantier? J'espère. Alors, je commencerai par rappeler d'abord l'action qu'on mène ensemble avec l'ICSI. On a conclu une convention en 2017 au titre de laquelle l'ICSI acceptait de faire un transfert de savoir-faire vers l'OPP-BTP, en particulier sur les diagnostics de sécurité. Et puis, ceci nous permet de marier nos forces, effectivement, pour pouvoir accompagner un nombre plus important d'entreprises du BTP. Et donc, depuis bientôt 6 ans, on a une quinzaine de groupes. Alors, ce n'est pas les groupes dans leur entièreté, ce sont en général des entités de ces groupes qui sont accompagnés, mais qui permettent aussi de faire émerger une culture de sécurité BTP, un développement des FOH adapté au BTP, qui est un secteur qui est aussi un peu particulier. On n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que d'autres activités industrielles. Donc ça, c'est un élément fort et qui nous permet d'aller d'ailleurs au-delà de cela, parce que nous sommes aussi attentifs à l'OPP-BTP à faire des transferts finalement de savoir-faire de façon beaucoup plus large vers les entreprises en général, et que l'on retrouve, je dirais, dans la multitude d'outils, de ressources documentaires que nous mettons à disposition des entreprises du BTP. Tout est accessible sur notre site internet, c'est libre, c'est gratuit, et c'est quand même pas mal consommé. Alors, au-delà de ça, nous avons aussi, tout à l'heure, tu posais la question, Yvan, du domaine institutionnel. Il y a aussi, nous, le travail que nous portons donc à partir de là, vers les organisations professionnelles, en premier lieu, vers l'État, de façon effectivement à faire évoluer la façon de voir les choses. Je prends un exemple que je trouve tout à fait intéressant. Dernièrement, la Fédération nationale des travaux publics
a formulé une nouvelle ambition en prévention qui s'intitule « Zéro accident mortel dans les TP en 2028 ». C'est très ambitieux, hein, ils n'y sont pas tout à fait. Hein, il y a encore, malheureusement, on déplore encore quelques dizaines de décès dans les TP chaque année. Et maintenant, il s'agit d'aller nourrir cette ambition avec des outils à même de l'atteindre. MASE en fait partie. Hein, on a aussi un autre dispositif qu'on appelle le passeport d'accueil sécurité intérimaire, le PASI, qui a été aussi lancé depuis quelques années et qui est lancé d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est lancé aussi à la base par des groupes qui sont les plus investis, je dirais, les éclaireurs aussi sur la partie FOH. Après, moi, il y a un autre point que je souhaite mettre en avant, ou deux autres points. Moi, je crois très important pour le futur d'être très attaché à la notion de prévention intégrée, dans tout ce que l'on fait, organisation, système, machine, ainsi de suite. Dans le domaine technique, on a encore énormément à découvrir, à améliorer. Les nouvelles technologies donnent des possibilités nouvelles, il faut qu'on s'en saisisse. Mais le dernier élément que je trouve très important, c'est notre implication en formation initiale. Si on veut avoir des personnels compétents dans tous les sens du terme, y compris sur la question du dialogue. Parce que je suis bien d'accord, le dialogue est un élément clé pour progresser. Il s'agit qu'on participe à la formation donc, des jeunes. Et donc, nous, au PPBTP, on est très investis. Hein, nous accompagnons à peu près 200 établissements de formation initiale professionnelle, centres de formation d'apprentissage ou lycées professionnels, et une trentaine d'établissements de formation supérieure dans lesquels on vient justement faire des interventions pédagogiques pour mettre dans leur tête, finalement, les graines de la prévention de demain. Et bien entendu, les facteurs humains et organisationnels sont dans le scope. Ça va de soi. Merci. Virginie Neumeyer, on voit la sécurité, ça se joue aussi beaucoup, essentiellement sur le terrain, au plus près des risques, hein, et donc au plus près des salariés. Qu'est-ce qui est fait selon vous? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont là pour favoriser le rôle actif des salariés en matière de sécurité ou des choses qui restent à faire? Alors d'abord, une première chose, les salariés s'attachent à comprendre ce qui se passe sur le terrain dans leur quotidien. Ils ont même de la curiosité pour les opérations nouvelles. Et par-dessus tout, ils ont un attachement très particulier à ce que leur outil de production soit dans le meilleur état possible. Donc ces améliorations de la sécurité préfigurent d'ailleurs à l'évolution des normes et de la réglementation. Concernant toujours ces évolutions, pour nous, il nous semble qu'elles doivent être le plus efficaces, tout en étant raisonnablement possible en fonction des contraintes, qu'elles soient techniques, économiques ou environnementales. Et d'ailleurs, les questions environnementales ne doivent pas être le nouveau prétexte à délocaliser les productions. Nous y tenons beaucoup. Mais une réglementation, pour qu'elle soit appliquée, pour qu'elle soit efficace, comme pour la sécurité d'ailleurs routière, il faut une autorité administrative qui ait le moyen de contrôler. Et en cela, nous sommes très alertes sur la situation des autorités de contrôle, que ce soit pour les inspecteurs du travail, que ce soit sur les DREAL, l'autorité de sûreté nucléaire, sur les questions effectivement des INB et de leur appui technique qu'est l'IRSN, qui sont aujourd'hui réduits à leur portion la plus congrue dans ces administrations, d'ailleurs comme nombre d'administrations. Donc les salariés, pour nous, sont les premiers garants de la sécurité vis-à-vis de l'opinion publique. Et ce triptyque que j'ai cité, que sont l'évaluation des normes, l'autorité de contrôle, le contrôle effectif par l'autorité et les droits d'intervention, ils sont indissociables. Il ne faut pas en négliger un pour les autres, puisque c'est un triptyque qui nous paraît efficace. Enfin, sur ces droits d'intervention, il faut qu'ils soient renforcés. Tout à l'heure, j'ai parlé comment les salariés peuvent s'exprimer sur les orientations stratégiques dans le conseil d'administration, sur aussi les conditionnalités des aides publiques. De plus en plus, des sujets nous reviennent sur leur efficacité, que ce soit sur la qualité de l'emploi ou environnementale. Et enfin, je vais y venir, la disparition des CHSCT
par les ordonnances, c'est un véritable hold-up sur les questions de sécurité. Nous, on revendique à la CGT qu'il soit bien sûr instauré, ces nouveaux CHT, dans des conditions d'ailleurs nouvelles, avec des droits d'intervention renforcés sur les sites de production, où l'ensemble des parties prenantes pourraient se rencontrer, donc des CHT, où on aurait donc donneurs d'ordre, sous-traitants, intérimaires, qui pourraient donc échanger et que leur accès à l'expertise aussi leur soit permis. Enfin, et c'est le dernier pilier qu'il faut, nous semble-t-il, développer, c'est la formation. Bien évidemment, la formation générale en matière de prévention, c'est essentiel, mais pas que. Il faut aussi l'adapter en fonction des métiers que nous avons les uns et les autres. Je vais prendre un exemple, puisqu'il y a eu quelques années, il y a eu un incendie dans une CNPE, un feu de métal qui s'est déclenché à l'issue d'un condenseur. On a failli perdre une tranche nucléaire. Si on avait pu plus sensibiliser les chargés d'affaires bien en amont sur cette question de prévention des feux métalliques, on aurait pu certainement intégrer des mesures plus poussées, que ce soit sur l'outillage, sur les interfaces. Je ne dis pas forcément qu'on aurait pu éviter les incidents, mais ça aurait participé. Donc c'est l'ensemble de ces dimensions qu'il faut prendre en compte. Merci. On va terminer ce petit tour de table en allant sur le plan européen. Joseph Doppelbauer, est-ce que vous avez pu partager et identifier des actions fortes, emblématiques, qui ont permis de progresser dans le secteur du rail au niveau européen? Oui, tout d'abord, comme agence de l'Union européenne, on a aussi une mission complémentaire pour créer et animer une communauté européenne pour soutenir le développement de la culture de sécurité. L'agence a donc mis au point un certain nombre de services pour les aider, et en particulier un portefeuille de formation et des initiatives. Et parmi ces initiatives, je voudrais citer la déclaration pour une culture de sécurité ferroviaire en Europe. On a lancé cette initiative en 2018 et d'ailleurs la SNCF était le premier signataire. Guillaume Pépi a signé comme premier. Maintenant, on a plus de 200 signataires sur cette déclaration. Ensuite, nous avons mis au point un modèle de culture de sécurité ferroviaire en collaboration avec les entreprises du secteur et aussi, très important, avec l'ICSI qui nous a apporté son expérience. En 2021, pendant l'année européenne du rail, nous avons déployé une enquête sur le climat de sécurité ferroviaire en Europe. Cette enquête a mobilisé plus de 45 000 individus à travers le continent. Et là encore, la SNCF a été à nos côtes pour cette initiative sans précédent. Je crois que plus de 50 000 employés de la SNCF ont soumis cet questionnaire pour l'enquête. Le modèle et l'enquête sont les piliers de la méthodologie d'évaluation de la culture de sécurité par les pairs. Et on a testé cette initiative et maintenant c'est dans les mains de l'UIC, l'Union internationale du chemin de fer, afin de favoriser les apprentissages croisés comme c'est fait aussi dans le secteur nucléaire. Côté législatif, maintenant, on est en train, avec la Commission européenne, de préparer un texte légal, un CSM sur l'assessment des niveaux de sécurité afin d'améliorer l'échange d'informations sur les accidents et sur les presque accidents, aussi pour créer un niveau de sécurité plus élevé dans l'avenir. Merci beaucoup. Je vais passer la parole maintenant à notre grand témoin, François Danielou, qui est ancien professeur d'ergonomie, qui a travaillé depuis
bien plus que de 20 ans sur le développement des facteurs humains organisationnels dans les entreprises à risque et qui a été un compagnon de route important de l'ICSI et de la FONCSI, qui a beaucoup influencé nos modèles sur les facteurs organisationnels humains et la culture sécurité. Alors François, quel est votre regard sur le débat qui a eu lieu aujourd'hui, les avancées ou pas en matière de facteurs humains organisationnels, éventuellement des sujets qui n'auraient pas été cités qui vous semblent importants? Bonjour. Les équipes de l'ICSI et de la FONCSI, leurs membres ou partenaires, les bénéficiaires des formations ICSI, MAS, OPP-BTP ont bien travaillé. Malheureusement, en matière de prévention des accidents graves et mortels, la fierté légitime du travail bien fait ne peut jamais s'accompagner de la tranquillité de l'objectif atteint. D'ici la fin de l'année, 150 personnes en France mourront d'un accident du travail. C'est la moitié de l'amphi. Beaucoup d'autres auront des atteintes physiques ou psychologiques graves. Nous ne savons pas bien sûr ni où ni quand aura lieu le prochain accident industriel, nucléaire, ferroviaire, aérien. Mais ce que nous savons, c'est qu'il n'a jamais été aussi proche et qui peut tout à fait frapper un membre de l'ICSI. Je vous propose de prendre un instant pour penser à la dernière fois que vous avez signalé à vos collègues, à votre hiérarchie, à votre employeur, un risque qui jusqu'à présent n'était pas envisagé. Ou la dernière fois qu'un de vos collègues, un salarié dont vous êtes le manager ou le représentant, vous a signalé qu'il avait fait une bêtise. Est-ce que la culture du doute, la culture de la transparence, la culture juste sont vraiment des faits acquis dans la réalité? Est-ce que l'entreprise est vraiment friande de mauvaises nouvelles, comme le suggère Hopkins? Nous avons exploré ensemble les causes et les conséquences du silence organisationnel. Cette situation où des événements qui sont connus au niveau du terrain ne remontent pas et donc ne sont pas traités. Plus récemment, nous avons été témoins de mensonges institutionnels. Un constructeur automobile trafique les résultats pollution de ses moteurs. Forcément, des ingénieurs, des opérateurs, des syndicalistes sont au courant. Mettez-vous à leur place. Une entreprise commercialise commercialise du cheval à grande échelle à la place du bœuf. Forcément, des managers, des opérateurs, des syndicalistes sont au courant. Mettez-vous à leur place. Une entreprise déploie des trésors de communication interne et externe pour brouiller les pistes de l'analyse d'un grand accident ou pour atténuer la perception des risques sur un grand projet. Forcément, des opérateurs, des syndicalistes, des managers sont au courant. Vous connaissez la question de la dissonance cognitive. Quand nous sommes dans une situation où nos marges de manœuvre réelles, ce qu'il est possible de faire dans la réalité, n'est pas compatible avec nos valeurs ou nos croyances, soit on s'en va, soit on tombe malade, soit on fait évoluer ces valeurs et ces croyances pour qu'elles soient raisonnablement compatibles avec ce qu'il est possible de faire. C'est ainsi qu'on se convainc que ça n'est ni vrai ni faux, bien au contraire, ou qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Pour autant, il y a des raisons d'espérer. Parfois, c'est le FH qui vient au secours du FO. Quand des opérateurs participent 2 ans à l'avance avec leur management et le CSE à des simulations d'activité dans les futures installations, quand des nouvelles formes de briefing permettent d'écouter véritablement la voix des équipes, quand des équipes, y compris les prestataires, participent, comme ça a été le cas en temps de Covid, à la planification d'un chantier complexe, il y a des chances que ça
alimente à la fois une meilleure conception, mais aussi une circulation de la parole qui servira à alimenter la culture de sécurité. L'attention aux détails des opérations, en conception et en vie quotidienne, l'association de tous, le dialogue social, la présence des managers et des délégués sur le terrain, la vitalité des collectifs restent des marqueurs essentiels de la culture de sécurité. Ce sont peut-être aussi des atouts à développer et à faire connaître pour susciter des vocations d'opérateurs, de techniciens, d'ingénieurs, d'experts HSE, chez des jeunes diplômés dont les exigences sociales et environnementales sont devenues décisives car elles reflètent leurs aspirations profondes. Je vous remercie. Merci François. Merci à vous cinq pour vos témoignages, pour les témoignages d'avancée, mais aussi pour la vigilance qui reste nécessaire et tout le travail qui nous reste à faire pour faire progresser ces questions. Je vous propose maintenant de retourner à vos places et nous allons ouvrir une nouvelle séquence autour des questions de risque et territoire. Merci encore.